Jeunesse hitlérienne. Les jeunesses hitlériennes du Troisième Reich n'étaient pas de simples groupes de formation. Elles étaient des usines à fanatiques. Dès l'enfance, les enfants étaient façonnés pour obéir sans remettre en question et pour haïr sans hésiter. Ils grandissaient avec un seul but, servir le Führer quel qu'en soit le coût. Lorsqu'ils atteignaient l'adolescence, ils n'étaient plus de simples jeunes, mais des soldats en puissance, prêts à tuer ou même à mourir pour lui. Elles furent fondées en 1922 en tant que partie des SA. Selon les chiffres d'affiliation aux organisations de jeunesse nazies, entre 1923 et 1939, la courbe de croissance est impressionnante. En 1923, 1200 jeunes appartenaient à ces organisations. En 1932, ils étaient déjà 107 000. Les nazis de l'Allemagne du Troisième Reich se chargèrent de transformer l'un des piliers fondamentaux de la socialisation, l'éducation. L'endoctrinement des enfants et des jeunes Allemands était essentiel pour Hitler, puisque ceux-ci constituaient une partie de la société facilement manipulable. Bienvenue à Frontline War Mémoire. L'idéologie nazie était transmise par tous les moyens, immergeant les jeunes dans un environnement où les nazis étaient la race dominante, les juifs une caste méprisable et la participation à la guerre un véritable honneur, dans le but de récupérer un espace vital légitime. Les jeunes se laissaient séduire par ces idéaux, convaincus que leur chemin était le bon, et tourmentés par la peur de décevoir leur Führer. À leur grande surprise, à la fin de la guerre, ils se rendirent compte qu'ils avaient été trompés et manipulés par les nazis du début à la fin, et que leur enfance et leur jeunesse avaient été impitoyablement confisquées par une idéologie. L'un des instruments utilisés à cette fin fut la loi sur les jeunesses hitlériennes du 1er décembre de 1936, qui stipulait ce qui suit. L'avenir du peuple allemand dépend de la jeunesse. La jeunesse allemande réunie doit, par conséquent, être préparée à ses futurs devoirs envers le peuple. C'est pourquoi le gouvernement du Reich a édicté le décret suivant, qui sera promulgué ici. Premièrement, toute la jeunesse allemande se trouvant à l'intérieur du Reich sera unifiée au sein des jeunesses hitlériennes. Deuxièmement, toute la jeunesse allemande, en plus d'être élevée dans la famille et à l'école, sera instruite dans les jeunesses hitlériennes de manière physique, intellectuelle et morale, dans l'esprit du national-socialisme pour le service du peuple et de la communauté. Troisièmement, la mission d'éduquer la totalité de la jeunesse allemande par le biais des jeunesses hitlériennes est confiée au chef du Reich pour la jeunesse allemande au sein du NSDAP. Il est le chef des jeunesses du Reich, et c'est pourquoi il occupe la position d'une autorité gouvernementale établie à Berlin, sous la dépendance immédiate du Führer et du chancelier du Reich. Quatrièmement, toutes les réglementations nécessaires à l'exécution et à la réalisation de cette loi seront promulguées par lui. Ainsi, dès 1939, 7 728 000 jeunes étaient affiliés. Ces chiffres sont étonnants, mais il faut se rappeler que l'affiliation était obligatoire. Au début, le régime tenta de favoriser l'affiliation à ces groupes par diverses mesures, mais à partir de 1939, les jeunes âgés de 10 à 18 ans étaient des contraints de s'affilier. De plus, toutes les organisations de jeunesse concurrentes furent interdites, à l'exception des ligues de jeunesse catholique. Les professeurs devaient accomplir des tâches supplémentaires et imposer une discipline plus stricte à ceux qui n'appartenaient pas aux jeunesses hitlériennes. Il existait 4 organisations principales: les jeunesses allemandes, pour les garçons de 10 à 14 ans, les jeunesses hitlériennes, pour les garçons jusqu'à 18 ans, la Ligue de la jeunesse, pour les filles de 10 à 14 ans, et la Ligue de la jeunesse allemande, pour les filles jusqu'à 18 ans. Lorsque l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale survint, la situation à l'intérieur des jeunesses hitlériennes et de leur commandement fut exacerbée, car désormais le groupe des chefs les plus âgés, à partir de 17 ans, était appelé sur le front de bataille. Le 1er octobre de 1939, 273 des 424 commandants les plus élevés à temps plein de l'administration de Chirac avaient été recrutés pour combattre. Arrivés au 1er janvier de 1940, 25% de tous les chefs se trouvaient sur le front. Un peu moins de 2 ans plus tard, ce pourcentage avait grimpé à 60%.
La guerre aggravait ce qui était déjà un problème en temps de paix. La disparition des chefs les plus âgés obligeait l'organisation à les remplacer par d'autres, encore très jeunes, qui manquaient de la préparation nécessaire pour assumer des postes de responsabilité dans les jeunesses hitlériennes. En 1944, il y avait déjà des garçons d'environ 15 ans dirigeant des camarades de leur âge, et pendant les 2 dernières années de la guerre, de nombreux jeunes n'en revenaient pas que l'on leur ait soudainement promu un grade qui, dans la Wehrmacht, était l'équivalent de commandant ou plus. Lina Heydrich, la veuve du chef du SD, était hors d'elle quand, en juillet de 1944, elle dut informer Himmler que, parce que les jeunesses hitlériennes étaient dirigées par des garçons de 16 ans, son petit-fils Haider ne recevait pas la reconnaissance qu'il méritait. Himmler céda à ses désirs et permit que Haider soit exempté de tout service dans les jeunesses hitlériennes à partir de ce moment. Au moment de la prise de Berlin par l'armée rouge, tous ces jeunes étaient si convaincus que leur chef les menait sur le bon chemin qu'ils pensaient, dans leur esprit, que s'ils gagnaient cette guerre, ils le décoreraient sûrement de la croix de fer pour son courage au combat, pour les services rendus à la patrie et pour son inébranlable loyauté envers son Führer, Adolf Hitler. Bien que, pour l'instant, certains d'entre eux se contentassent d'arborer fièrement la médaille du mérite pour la jeunesse qu'ils avaient obtenue lorsqu'ils appartenaient au Jungvolk, la branche enfantine des jeunesses hitlériennes. L'insigne consistait en une rune de la victoire, symbole des jeunesses, entourée d'un cercle de branches de chêne portant l'inscription « Hitlerjugend » et une croix gammée en son centre. L'un de ces jeunes fut Hans Petersen, qui arborait également sur sa veste de combat brunâtre une insigne en tissu toute fraîchement apposée en tant que membre du détachement improvisé Feldernal, l'un des centaines que les jeunesses créèrent le jour de la mobilisation générale, lorsque Berlin fut encerclée et que l'avalanche de feu soviétique planait déjà sur le centre de la ville. Hans et les 2 compagnons avec lesquels il partageait le sous-sol obscur étaient tout ce qui restait du détachement. Sur environ 90 garçons qui le composaient, seuls eux avaient survécu au massacre. Ils avaient été envoyés pour réaliser une mission de camouflage et d'attaque, non loin de la gare de Görlitz, sur le canal de Landwehr. Au début, ils parvinrent à surprendre les Russes. L'opération de camouflage fut un succès. Ils détruisirent 3 chars soviétiques, mais apparut un 4e char, l'un de ces Isu-152 qui assurait des tâches d'arrière-garde pour les 3 premiers, et celui-ci provoqua le carnage. Hans était là, sur le canal, son moment de gloire, ayant mis hors service 2 des chars russes. Cependant, le prix payé par les garçons des jeunesses fut trop élevé. Les Russes avaient transformé l'un des bâtiments situés en face du pont en un centre de viol. Des femmes, des filles, même des vieilles femmes y étaient violées sans pitié, certaines jusqu'à la mort. La nuit, les cris étaient si insupportables que les jeunes soldats ne pouvaient les endurer. Ils essayaient de ne pas les écouter, chantant, se bouchant les oreilles, mais certains n'y tenaient plus, sortaient leurs pistolets et se fusaient la tête. Beaucoup de ces jeunes voulaient y aller. Ils voulaient tuer tous les Russes qui violaient des femmes allemandes. Hans les haïssait également. Il pensait qu'ils étaient inhumains, comme le disait le parti, des êtres inférieurs dotés d'une méchanceté intrinsèque, fruit de leur propre nature. Ils bavaient comme des fous en voyant une femme allemande, ils volaient et détruisaient tout. Les hordes de l'Est avançaient maintenant sur le centre de Berlin, détruisant et ravageant tout sur leur passage. Tout ce qu'ils occupaient serait plongé dans l'obscurité et le silence éternel. Hans croyait fermement que, pour des raisons telles que celle-ci, il ne pouvait pas perdre cette guerre. C'est ce même après-midi, alors qu'ils tentèrent d'atteindre le Reichssportsfeld, que l'attaque virulente russe se déchaîna depuis toutes les positions contre le centre de la ville. Et ils se retrouvèrent coupés, piégés dans la zone centrale, le quartier gouvernemental, le seul endroit où ils ne souhaitaient pas combattre. Hans, qui avait été passionné par la guerre, qui avait écouté tous les rapports militaires en suivant sur l'immense carte de l'Europe dans la pièce de sa maison à Dahlem les avancées de la glorieuse Wehrmacht et malheureusement aussi ses reculs, lui qui avait étudié tous les généraux et leurs tactiques, comprit immédiatement qu'il s'était retrouvé dans une souricière. Il savait que pour les Russes, le quartier gouvernemental était le gros lot, la perle de la couronne, le dernier acte de la grande tragédie finale du Troisième Reich. Hans était bien conscient que ses amis avaient raison.
Il devait tenter d'atteindre le Reichssportfeld coûte que coûte pour se mettre sous les ordres des commandants supérieurs des jeunesses. Ces derniers leur indiqueraient ce qu'ils devaient faire, les missions à accomplir, les positions à défendre. La zone centrale n'était pas une zone pour des enfants, c'était une zone pour des hommes. Et Hans, qui avait toujours rêvé d'être soldat, comprit qu'ils n'étaient pas des soldats, ils n'étaient que des enfants. Bien qu'il pensât qu'il s'agissait d'enfants très spéciaux, des enfants à qui la guerre avait forcé en quelques jours à prendre des décisions que seuls les hommes pouvaient prendre. Mais la bataille de la zone centrale exigeait de prendre un type différent de décision, un type de décision qui était bien au-delà de leur connaissance. La situation de la bataille dans le quartier gouvernemental de Berlin, à l'aube du 29 avril, était désastreuse. Le quartier gouvernemental était une immense étendue urbaine qui s'étendait de la gare d'Anhalter, au sud, jusqu'au pont sur la Spree, au nord. La défense de la zone centrale incombait au général Wilhelm Mohnke, qui lui-même était sous les ordres du général Helmut Weidling, commandant de la zone de défense de Berlin. Tous deux dirigeaient la défense finale de la ville, depuis le complexe de bunkers, connu sous le nom de Bendlerblock, sur la Bendlerstrasse. Sous cette zone, également connue sous le nom de Citadella, se trouvait, entre autres, la défense du Reichstag et celle même du chancelier du Reich, dans le bunker où Adolf Hitler, Führer du Troisième Reich, dirigeait la défense finale de la capitale depuis les entrailles de la terre, depuis le dernier repère du loup. Les forces qui défendaient cette zone étaient de l'expression finale du gigantesque désastre de l'autrefois toute-puissante machine de guerre allemande. En plus des détachements des jeunesses hitlériennes, se trouvaient des membres du Volkssturm, la milice civile qui comprenait des fonctionnaires du parti et même des personnes âgées. Certains d'entre eux s'étaient présentés dans leurs vieux uniformes, d'anciennes Guillermina, qui leur donnaient l'apparence de personnages sortis d'un vieux musée de la guerre. À ces jeunes, pour la plupart des enfants, s'ajoutaient des milliers d'effectifs d'une Wehrmacht en totale décomposition, des hommes qui combattaient depuis trop longtemps, qui étaient fatigués, épuisés, démoralisés. Des hommes qui avaient depuis longtemps perdu leurs divisions et régiments et qui se battaient littéralement en retraite. Il y avait un premier régiment des Waffen-SS d'Anhalt, décimé quelque part à proximité, entre le bâtiment de l'Opéra Kroll et le ministère de l'Intérieur, de l'autre côté de la grande esplanade de la Königsplatz, non loin du sous-sol où se trouvaient Hans et ses compagnons. Le reste, ironiquement, était une authentique légion étrangère, éléments de la division Panzer Grenadier Nordland, scandinave, certaines des anciennes divisions SS nordiques, telles que la Niederlande, la Norge et les Freikorps Danmark. Les restes de la division SS Grenadier Charlemagne, français, particulièrement virulents au combat, et même des volontaires des chemises noires italiens et de la Légion bleue espagnole, car bien que le général Franco eût ordonné leur retrait durant l'hiver de 1944, nombre d'entre eux continuèrent de combattre à titre personnel. Tout cela faisait de la bataille de Berlin une bataille particulièrement européenne. Les jeunesses hitlériennes savaient que ce qui se livrait à Berlin était quelque chose de plus que l'acte final de la bataille pour l'Allemagne. C'était la bataille finale pour le contrôle de l'Europe. S'ils échouaient, la culture occidentale mourrait avec eux. Alors, tout ce qui était raffiné, tout ce qui était beau, tout ce pourquoi il valait la peine de vivre, de lutter et de mourir, disparaîtrait de la surface de la terre. Les jeunes, en temps de guerre, pensaient que les soviétiques ne s'arrêteraient pas à Berlin ni en Allemagne. Ils dévasteraient la vieille Europe et alors le voile noir de la culture asiatique recouvrirait tout, pour 1000 ans. Tel avait été l'avertissement du docteur Goebbels dans les messages radiophoniques que les jeunesses avaient écoutés. C'était pour cela, et en aucun cas, ils ne pouvaient se permettre de perdre cette bataille. Ils ne pouvaient accepter non seulement que Berlin se transforme en le bûcher funéraire du Troisième Reich, mais que Berlin finisse par devenir le bûcher funéraire de la culture occidentale. Néanmoins, et comme pendant toute la période de la guerre, les Juifs souffrirent même durant la phase finale avant la chute de Berlin avec la fin en vue. De nombreux civils germaniques se considéraient comme les premières victimes de la guerre et restaient indifférents au malheur de ceux qui passaient devant eux. Dans cette phase terminale de l'empire de Hitler, les barrières qui existaient auparavant entre le monde ordonné de la Volksgemeinschaft et le monde souterrain des camps
s'écroulèrent. Leurs gardiens n'étaient donc plus exclusivement des membres des SS, liés en secret par leur serment, mais comprenaient également des militaires retraités, des fonctionnaires du parti et des membres des jeunesses hitlériennes. Les exécutions et les massacres n'avaient ni plus lieu à l'intérieur du périmètre d'un camp, mais dans les fossés, les forêts et aux abords des villes et villages d'Allemagne et d'Autriche. Le principal problème technique posé par les assassinats de masse consistait à se débarrasser des cadavres. Dans les camps d'extermination, ils étaient incinérés dans d'immenses bûchers ou dans des fours. Tout cela se faisait en sachant que l'armée rouge avançait sur Berlin et qu'ils étaient pratiquement déjà vaincus dans la guerre, mais cela n'empêchait pas les jeunes qui croyaient fidèlement en Hitler de continuer à exterminer les Juifs. D'autre part, le 13 mars 1945, jour où 2500 Berlinois moururent à la suite des attaques aériennes, tandis qu'environ 120 000 se retrouvèrent sans abri, Bormann ordonna, pour des raisons de sécurité, que les prisonniers détenus dans les zones proches du front soient transférés à l'intérieur du Reich. On n'est pas tout à fait certain que cette disposition n'ait pas également accéléré l'évacuation que les SS effectuaient des camps de concentration menacés par l'avancée des troupes ennemies. Les assassinats de prisonniers malades et l'exécution massive des survivants constituent sans doute les épisodes les plus terrifiants de la chute du Troisième Reich. Ceux qui étaient trop faibles pour marcher et se jugeaient politiquement dangereux mouraient généralement pendus ou abattus par les SS ou la Gestapo. Parfois, la Volkssturm locale était même utilisée pour former des pelotons d'exécution. Quoi qu'il en soit, le plus grand nombre de ceux qui recevaient le qualificatif de dangereux était peut-être composé des hommes et des femmes condamnés simplement pour avoir écouté une station de radio étrangère. La Gestapo et les SS réagissaient également de façon brutale face au pillage, et surtout si ceux-ci étaient commis par des travailleurs étrangers. Les citoyens allemands bénéficiaient généralement d'un pardon. Dans ce frénésie de représailles, ce furent peut-être les travailleurs forcés italiens qui souffrirent le plus par rapport à tout autre groupe national, ce qui était sans doute dû au désir qu'avaient les Allemands de se venger d'un ancien allié qui avait changé de camp. Avec la chute de Berlin au coin de la rue, le quartier général que le chef avait établi à Reims envoya ce jour-là une requête à la Stavka de Moscou. Le général Eisenhower souhaite envoyer un minimum de 23 correspondants de guerre accrédités à Berlin après la prise de la ville par l'armée rouge. En réalité, il entend en envoyer, si possible, un nombre supérieur, car, de son avis, la chute de Berlin constituera l'une des plus grandes nouvelles du monde. Pendant la retraite des Allemands vers le centre de Berlin, les pelotons d'exécution des SS accomplissaient leur tâche de bourreaux avec une urgence toujours croissante et un fanatisme insensible. Aux abords du Kurfürstendamm, ils pénétraient dans les maisons où des drapeaux blancs étaient apparus pour abattre tous ceux qu'ils trouvaient à l'intérieur. Effrayé par l'élan de cet effondrement, Goebbels décrivait ces signes de reddition comme un bacille pestilentiel. Cependant, le général Mummert, commandant de la division blindée Müncheberg, ordonna au peloton des SS et à la Feldgendarmerie de son secteur d'encercler la gare d'Anhalter et la Potsdamer Platz et menaça d'exécuter sur le champ les bourreaux. Les conditions se détérioraient peu à peu pour ceux qui étaient engagés dans le combat. Il arrivait rarement que les soldats allemands se trouvent près d'une borne d'eau, si bien qu'ils étaient contraints d'étancher leur soif, exacerbée par la fumée et la poussière, en buvant dans les canaux. Les cas de dépression nerveuse se multipliaient également, provoqués par la combinaison de l'épuisement et d'un feu d'artillerie constant. Le nombre de blessés dans le bunker d'Anhalter avait tellement augmenté que les jeunes femmes avaient confectionné un drapeau de la Croix-Rouge en se servant de draps et de rouges à lèvres. C'était un effort vain, puisque même dans l'hypothèse où les observateurs de l'artillerie soviétique l'eussent aperçu à travers la fumée et la poussière provoquée par la chute des décombres, ils n'auraient pas détourné le feu de leur batterie. Un bunker était un bunker. Celui qui abritait des civils était un fait sans importance. À l'intérieur, le nombre de réfugiés diminuait très rapidement, tandis qu'en même temps, les femmes et les enfants s'échappaient par les tunnels du U-Bahn et du S-Bahn durant la nuit du 27 avril. Afin de maintenir la résistance, Bormann avait répandu, à l'instar de Goebbels et de Ribbentrop, la fausse rumeur d'un accord avec les alliés occidentaux. Tenez bon, combattez avec fanatisme,
avait-il ordonné aux Gauleiters aux premières heures du 26 avril. « Nous n'allons pas abandonner, nous n'avons aucune intention de nous rendre. Nous sommes conscients de l'évolution de la politique étrangère. Heil Hitler, signé Reichsleiter Bormann. » Le mensonge fit que les jeunes et les enfants endoctrinés par Hitler donnèrent leur vie pour défendre Berlin, menant cela à une issue terrible. Au premier jour de mai 1945, après la mort d'Adolf Hitler et alors que la chute de Berlin aux mains de l'Armée rouge était un fait consommé, le 9 de ce même mois, dans le quartier général du maréchal Zhukov à Berlin, fut signé l'acte de capitulation qui consacrait la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale était terminée en Europe. Cependant, les peuples du monde ignoraient que cette même ville, qui avait servi de décor dramatique à la fin des hostilités, deviendrait des années plus tard le foyer le plus dangereux de tensions internationales, jusqu'à conduire le monde au bord d'une nouvelle guerre mondiale. La question de Berlin fut plus tard désignée sous le nom de guerre froide. Le samedi 28 avril 1945, alors que Berlin était déjà pratiquement aux mains des armées soviétiques, fut publié le premier édit des forces d'occupation par lequel tout le pouvoir politique et administratif de la ville passait entre les mains du commandant suprême soviétique. Sur la base de cette délégation du commandement de l'Armée rouge, le général Bersarin ordonna la dissolution du Parti national-socialiste allemand ainsi que de toutes ses organisations subsidiaires, Jeunesse hitlérienne, Union des femmes nazies, Fédération des étudiants national-socialistes, etc., interdisant leurs activités. Il fut également ordonné de reprendre le travail dans les services publics, les transports, les hôpitaux, les commerces d'alimentation et les boulangeries, afin d'assurer le plus rapidement possible l'ordre et l'approvisionnement de la population. Les fonctionnaires publics restaient provisoirement à leur poste, bien que les opérations bancaires fussent suspendues. Toutes ces mesures visaient à rétablir au plus vite la normalité dans la ville. Sans aucun doute, les organisations fascistes de jeunesse utilisèrent les jeunes comme symbole politique. Par l'endoctrinement des jeunesses hitlériennes, une base sociale de jeunes fut obtenue, utilisée comme symbole de loyauté au projet politique fasciste jusqu'à la fin de leurs jours au pouvoir. Les Hitlerjugend, ou jeunesse hitlérienne, furent instituées en 1922. Après l'ascension de Hitler au pouvoir en 1933, ces organisations prirent une telle importance qu'en 1936, elles comptaient déjà plus de 5 millions d'affiliés. Le service actif passa d'un caractère volontaire à obligatoire. Tous les garçons et toutes les filles devaient servir dans cette organisation de manière forcée. L'école fasciste assumait la tâche ardue de la formation des jeunes qui devinrent le symbole de la pureté de l'Allemagne nazie. Des jeunes qui, à leur tour, étaient la cible des pratiques militaristes du Troisième Reich, qui les considéraient essentiels pour soutenir le projet expansionniste de Hitler. Ces jeunes devenaient de petits soldats dès leur plus tendre enfance, comme en témoignait la propagande nazie de l'époque qui affichait sur des affiches « Ton corps ne t'appartient pas, il appartient à la nation », pouvait-on lire sur bon nombre d'entre elles. Un ancien membre des Hitlerjugend laisse entrevoir comment se déroulait le traitement de ces bâtisseurs dans le national-socialisme. Hermann Grammel, né en 1928, conclut que de nombreux aspects de sa vie en tant que membre des jeunesses hitlériennes lui avaient paru attrayants. Le plus important était que lui et ses amis avaient été courtisés et flattés sans limite par le puissant système politique du Troisième Reich et qu'il était donc fier de faire partie de la plus grande organisation de jeunesse jamais vue que celui-ci avait créée. Il fut séduit par les hymnes spirituels et nationaux, ainsi que par les activités quasi-religieuses par lesquelles les jeunes étaient initiés au mouvement, parmi lesquelles le serment de fidélité à Adolf Hitler, le chef suprême. Dans la lutte pour s'imposer l'autorité sur les enfants, qui se livrait parfois entre l'Église, les écoles, les parents et les jeunesses hitlériennes, Grammel et ses amis prenaient plaisir à être le centre d'attention et l'objet des désirs des adultes. De plus, le régime nazi semblait offrir davantage de soutien aux jeunes en leur garantissant une plus grande autonomie par rapport à leurs parents et en leur permettant d'entretenir des relations libérales avec des filles de leur âge. À la différence de la famille, de l'église ou de l'école, les Hitlerjugend n'étaient pas accablés par la tradition et les tabous.
et elle semblait offrir aux jeunes l'exaltante opportunité d'être respectés et responsables. Lorsque vint le moment de les appeler au rang, Graml et ses amis acceptèrent la guerre naissante et leur rôle de jeunes soldats comme quelque chose qu'ils prenaient pour acquis, du fait de l'entraînement paramilitaire qu'ils avaient reçu au sein des jeunesses hitlériennes. Lui ainsi que d'autres jeunes s'étaient préparés pendant des années pour une guerre éventuelle, et la perspective d'entrer en combat sur le front ne les effrayait pas. Au contraire, Graml se souvient s'être senti motivé par une soif d'aventure, d'imprudence et de risque, par un désir de flirter avec le danger. Mais tout ne lui semblait pas attrayant dans les jeunesses hitlériennes, et certains aspects de la formation allaient à l'encontre de ces principes. Les leçons sur le racisme biologique et les idées d'un empire germanique mondial étaient trop abstraites pour un jeune. L'un des grands succès de la propagande nazie fut sa capacité à offrir une vision idéologique et politique du monde garantissant statut, sécurité et pouvoir aux jeunes, au point que des adolescents des deux sexes pouvaient accepter et se conformer aux normes de comportement prescrites sans la moindre hésitation. Par le biais d'un processus de propagande élaboré et de la diffusion de la théorie raciale et de la supériorité, Hitler parvint à sculpter à la fois le comportement privé et public tout en renforçant à la fois le soutien public au régime nazi et les liens intimes entre le peuple et lui, leur Führer. Les jeunes, si chargés d'idées et d'énergie, se virent contraints d'être particulièrement vulnérables à de telles valeurs dans leur quête personnelle d'identité et de sens à leur existence. De cette manière, les nazis façonnèrent les enfants et les jeunes afin qu'ils donnent toute leur loyauté à Adolf Hitler, pour qu'ils se battent aveuglément pour ses idéaux au point d'en mourir.